Bonjour et bienvenue sur Sensationnel. Aujourd'hui, une petite vidéo au sujet de l'atome. Cela s'inscrit dans le chapitre 4, Constitution de la matière. Je vais vous demander de réfléchir à quels sont les points communs entre le fusain et le diamant. Bien sûr, ils ont beaucoup de différences, alors on peut d'abord s'attarder sur leurs différences pour ensuite discuter des points communs. Bon, tout d'abord le prix. Le fusain est bien moins cher que le diamant. La couleur aussi est très différente, il y en a un qui est noir et l'autre transparent. Aussi les propriétés physiques, le fusain peut casser, on peut dessiner avec, tandis que le diamant va plutôt graver et lui est très difficile à casser. Une chose en commun entre les deux, c'est l'atome majoritaire qui les compose. Le fusain et le diamant sont tous deux constitués principalement de carbone. C'est ce qui va les composer essentiellement. Pourquoi sont-ils si différents? Pour cela, il faudra étudier au plus proche de ce qu'est l'atome et ce que font les électrons autour de l'atome. Et donc, puisqu'on parle d'atome, de quoi est constituée la matière finalement? Alors, au sens plus large, on va parler d'espèces chimiques. Les espèces chimiques, il y en a plein. Il y a d'abord les espèces chimiques atomiques, les espèces chimiques moléculaires, et enfin les espèces chimiques ioniques. Alors, par pure honnêteté intellectuelle, je vais vous dire qu'il en existe d'autres. Certains d'entre vous ont déjà peut-être entendu parler des radicaux, et on va s'attarder que sur les trois premiers points que je viens d'annoncer. Alors, premièrement, une espèce chimique atomique n'a qu'un seul type d'atome en elle. Une espèce chimique moléculaire possède des atomes différents, et les espèces chimiques ioniques peuvent être à la fois monoatomiques ou alors polyatomiques. Alors je vais vous donner bien sûr quelques exemples. L'argon est une espèce chimique atomique, il n'y a qu'un type d'atome, c'est celui d'argon, et c'est tout. Pour les espèces chimiques moléculaires, on peut avoir le glucose par exemple qui comportera 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. On voit bien qu'il y a 3 types d'atomes différents, donc c'est bien une molécule. Enfin, pour les espèces chimiques ioniques, on a dit qu'il y avait monoatomique et polyatomique. Alors, dans le monoatomique, on a genre le chlorure de sodium. Chlorure, c'est un chlore, certes négatif, mais c'est un chlore. Et le sodium, lui, c'est un ion positif, mais il n'est qu'un atome de sodium. Et dans un cas polyatomique, nous aurons du coup le nitrate d'ammonium. Par exemple, nitrate étant un ion composé de deux types d'atomes, l'oxygène et l'azote. Et l'ammonium, alors, lui, est constitué d'azote et d'hydrogène. On remarquera qu'on peut aussi définir du coup les ions positifs comme étant des cations et les ions négatifs comme étant des anions. Donc une espèce chimique au final c'est quoi? Ça regroupe beaucoup de choses, c'est un ensemble d'entités variées, ces entités peuvent être un atome, une molécule ou des ions. Mais alors c'est quoi un atome? Alors ça vient du grec atomos qui veut dire insécable ou indivisible. En réalité aujourd'hui on sait qu'il y a des choses dans l'atome et on va devoir creuser un petit peu ce qu'il y a dedans pour mieux comprendre son comportement. Donc il n'est plus si indivisible que cela. Mais cette notion elle nous vient de la Grèce antique, donc elle a eu le temps d'évoluer jusqu'à aujourd'hui. Une molécule c'est un assemblage précis d'atomes unis par des liaisons. Et un ion, lui, on va le définir comme étant un atome ou un édifice polyatomique électriquement chargé qui peut être de charge positive, un cation, ou de charge négative, un anion. Avec cette nouvelle définition en tête, on va pouvoir maintenant vraiment poser les bases de ce qu'il y a dans un atome. Avec ces nouvelles définitions posées, on va pouvoir revoir le cas du fusain et du diamant et ainsi mieux comprendre ce qui fait leur différence. Donc, le fusain, on a dit que c'était principalement du carbone et le diamant aussi. Pour le fusain, c'est du graphite et pour le diamant, c'est une structure tridimensionnelle assez compliquée qui lui est propre. Alors, on l'a dit tout à l'heure, l'une des grosses différences entre les deux, c'est d'abord le prix. Le fusain, c'est 50 € le kilo, alors que le diamant, c'est 5000 € le carat. D'ailleurs, c'est quoi un carat? Bon, en fait, tout simplement, un carat, noté KT, c'est équivalent au gramme. Et donc, si on regarde le prix au kilo, on est à 5 millions d'euros le kilo à peu près. Donc ici, pour vous représenter un petit peu la différence de prix entre les deux, j'ai essayé de vous représenter ça avec des billets. Mais c'était même pas suffisant, j'avais même pas assez de place pour vous représenter le nombre de billets de 50 qu'il fallait. Alors vous imaginez du coup que la compréhension fondamentale de ce qui fait la différence entre le fusain et le diamant, eh bien ça peut rapporter gros. C'est une notion qui est très importante et qui en fait a de l'utilité. Un scientifique va donc pouvoir apporter peut-être des explications sur comment transformer du fusain en diamant. Et peut-être que ça peut apporter énormément de choses, notamment ici de l'argent. Alors maintenant qu'on a posé tout ça, concentrons-nous sur l'atome et ce que c'est qu'un atome. La plupart du temps, on va représenter l'atome comme étant un modèle planétaire où il y a un noyau et des choses autour. Avant de critiquer ce modèle, car il est critiquable, on va juste faire la listing de ce que nous observons. Dans un premier temps, autour du noyau, nous avons les électrons. Les électrons sont souvent représentés en bleu et ils sont chargés négativement. La couleur inverse du bleu, plus précisément la couleur inverse du cyan, est le rouge. Donc on va marquer la particule positive comme étant rouge, c'est le proton. Cette particule se trouve, elle, dans le noyau. Son voisin direct frontalier est le neutron. Le neutron, lui, il a une charge neutre. Donc on ne va pas lui représenter une couleur ni rouge ni bleue, on va prendre du vert. Enfin, si on veut parler soit d'un proton, soit d'un neutron, on va dire une particule qu'il y a dans le noyau. Le noyau, en latin, ça se dit nucleus, et donc on va dire un nucléon, pour parler indifféremment soit d'un proton, soit d'un neutron, soit d'un paquet
de particules qui peuvent être à la fois des neutrons ou des protons. Justement, tout cela se regroupe dans un endroit précis qu'on va appeler le noyau. C'est le centre où ces particules, les nucléons, vont être trouvés. Et enfin, nous avons représenté ici plusieurs niveaux d'énergie sous forme de cercles concentriques, et habituellement, dans le cas du modèle planétaire, on va appeler ça des orbites ou des couches électroniques. Alors, faisons un petit zoom sur chacune de ces particules. Nous avons d'abord l'électron, qui a pour une masse, un ordre de grandeur de fois 10 puissance moins 31 kg. 10 puissance moins 31, ça veut dire 0,000 et tout un tas de zéros. Au total, 31 zéros, avant d'avoir le premier chiffre ici qui est un 9. Donc ça fait très peu de kilogrammes. L'électron a une charge négative de moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 C. Alors c'est cette unité, je vais vous dire ce que c'est tout de suite. L'unité a été inventée par Monsieur Coulomb, c'est donc l'unité de la charge électrique. L'électron est donc négatif, cette valeur est donc négative. On voit ici un moins. Alors on localise où dans le cortège électronique, ou aussi appelé le nuage électronique d'un atome. C'est aussi le rayonnement bêta. Le rayonnement bêta est quelque chose qui est utilisé notamment dans les PET scans, méthode d'analyse d'imagerie médicale en médecine. Le proton, lui, il a une masse. Attention, la masse est notée avec un M majuscule parce que sa masse n'est pas petite devant celle de l'électron. On aura l'occasion d'en rediscuter. Cette masse est certes petite, 10 puissance moins 27, mais plus grande que celle de l'électron qui était à 10 puissance moins 31. Sa charge est exactement la même que celle d'un électron, à l'inverse, c'est-à-dire en positif. On trouve le proton au sein du noyau atomique, bien sûr, et dans les rayonnements alpha. Le neutron, maintenant, lui, il a une charge nulle, donc il aura marqué 0 coulomb. Sa masse est en majuscule parce qu'il a une masse très très proche de celle du proton. Et on le trouvera aussi dans tous les noyaux atomiques, sauf l'hydrogène. Il faut que je vous parle d'un énorme clash qui a eu lieu, qui vous intéresse très probablement, entre le prince Louis de Broglie et Niels Bohr. Le prince Louis de Broglie et Niels Bohr se sont battus tous les deux pour essayer de définir ce qu'étaient les électrons autour du noyau d'un atome. Niels Bohr, lui, a inventé le système qu'on se représente actuellement, c'est-à-dire le modèle planétaire avec un centre, comme le Soleil, et les planètes qui gravitent autour, donc les électrons qui sont autour de ce centre, le noyau. En réalité, il est impossible pour des électrons de graviter, de tourner. Je vous demanderai à partir de maintenant, du coup, d'abandonner ces deux verbes. On va essayer de trouver deux verbes que celui de gravite ou de tourne, puisqu'en réalité, les électrons ne gravitent pas. D'accord ? C'est très important de ne pas inculquer de fausses idées dans votre tête. L'électron est en réalité quantique et il est très difficile de discuter de son comportement. Il va falloir aborder de nouvelles terminologies pour essayer de comprendre ce que fait l'électron. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Les découvertes du prince Louis de Broglie en 1925 concernant la mécanique quantique ont invalidé le modèle de Niels Bohr qui date de 1913, il y a plus de 100 ans maintenant. Pourtant, on utilise encore son modèle qui s'inspire du système solaire. Alors pour Bohr, les électrons étaient comme des planètes qui gravitaient autour d'un noyau en suivant des orbites bien définies sur des couches électroniques. Vous allez voir, ces deux termes en bleu, on va maintenant les remplacer par les termes plus proches de la mécanique quantique. Le prix Nobel attribué au prince Louis de Broglie qui était musicien, vous savez, quand on est musicien, on a tendance à parler de tout, d'ondes, plutôt une tendance à voir les choses comme des ondes, des vibrations. Et là, c'est ce qu'il a fait. Il a gagné un prix Nobel, $1 million à peu près, pour sa découverte de la nature ondulatoire de l'électron. Il traite alors des sous-couches électroniques et on abandonnera définitivement le terme d'orbite pour les orbitales. Ça veut dire des choses qui ressemblent à des orbites mais qui ne le sont pas du tout. Alors vous avez en bas à gauche le danois Niels Bohr et à droite le prince Louis de Broglie. Attention, ça ne se prononce pas Broglie. Et donc il était vraiment prince. GL en italien ça se prononce vieux si je ne me trompe pas et c'est pour ça qu'on dit Broglie. Et c'est bien sûr Louis de Broglie qui sort victorieux de ce débat avec sa vision à lui plus quantique des électrons et qui est du coup plus juste. On évitera du coup à partir de maintenant de représenter les électrons comme étant des objets qui gravitent, qui tournent. Même se déplacer, c'est très difficile de mettre ça dans le contexte d'un électron. Donc pour remettre les choses dans le contexte, je vais représenter l'atome comme étant deux choses. D'abord, un noyau et un nuage électronique. Le noyau, c'est le proton et le neutron, qu'on peut aussi appeler des nucléons. Et pour le nuage électronique, il y a des sous-couches électroniques qu'on va appeler SPDF. Alors vous allez me dire, mais ça fait quoi si ça ne gravite pas, si ça ne tourne pas, ça fait quoi? Parce que c'était facile à comprendre jusque-là. J'étais pas perdu, je pensais que ça gravitait, je voyais la Terre et le Soleil, même bordel. Et là maintenant, je me retrouve coincé. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vous présente ici les sous-couches électroniques SPDF. En fait, pas gaffe, c'est marqué sous-couche. Très difficile à dire et en plus, ça sert à rien. Je vais vous montrer un instant à quoi ressemble SPDF. Sur la première ligne, vous avez un électron S. Sur la deuxième ligne, vous avez trois orbitales P. Donc, des électrons peuvent se trouver là-dedans. Donc, il faut imaginer que le noyau de l'atome est au centre de chacune de ces formes. Donc, ici, par exemple, et que l'électron peut se trouver tout autour dans cette sphère. Dans le cas d'un électron P, le noyau est situé là où j'ai mis mon curseur. L'électron peut être à la fois
dans le lobe de droite ou le lobe de gauche. Et bien sûr, il y a les couches D et F, il y a à chaque fois de plus en plus de formes possibles. Alors, je ne vais pas exactement vous dire d'où viennent ces formes et à quoi elles servent, c'est juste pour illustrer le fait que ces électrons en fait n'ont pas des formes prédéfinies, peuvent se situer dans un volume complexe et géométrique. Alors je trouve ça bien plus joli que des simples orbites, et en plus d'être plus joli, c'est plus juste. Ça a le bon goût d'être correct, et c'est pour moi un gros avantage. On en a bien trop dit sur les électrons, concentrons-nous maintenant sur le noyau d'un atome. Comment on va noter ce noyau? Alors on va noter Z, le numéro atomique, ou aussi appelé nombre de protons, et le nombre de masse c'est A, qui lui va être le nombre de nucléons, à savoir que le nucléon c'est protons et neutrons à la fois. X c'est le symbole de l'espèce chimique, pour l'azote par exemple ça va être N le symbole, alors c'est un petit peu bizarre, hein, mais à l'époque en 1960 en France on utilisait AZ pour l'azote parfois, aujourd'hui on utilise N, c'est international, les Anglais appellent l'azote nitrogen, donc c'est plutôt normal si on sait d'où vient l'origine du mot. Pour l'or c'est pareil, il s'écrit OR en français, mais en latin c'était AURUM, aurum. Donc on a gardé AU pour décrire l'or. Ici je vous montre un exemple où, attention, l'hydrogène n'a pas de neutrons, donc Z c'est son nombre de protons, il y en a 1. Il n'a pas de neutrons, donc le nombre de nucléons au total de l'hydrogène, ça reste 1. Donc on va écrire 1 pour l'hydrogène. Pour le carbone maintenant, il y a 6 protons et 6 neutrons. Son nombre de protons, son numéro atomique Z, c'est toujours 6. Ça ne change pas, c'est 6. Par contre, son nombre de nucléons, c'est à la fois les 6 protons et les 6 neutrons. Ça nous fait bien 12 nucléons au total, c'est pour ça qu'on écrira 12,6C. Alors on parle des protons depuis tout à l'heure, mais pour calculer la masse d'un atome, il faut essayer de comprendre ce que vaut l'électron. Tout à l'heure, je vous ai montré que la masse d'un électron, on pouvait la noter petite m, et que la masse d'un proton, on pouvait l'écrire grand M. Alors pourquoi? On peut se poser la question, un proton, c'est combien de fois plus massif qu'un électron? Pour faire ça, il faudrait faire un rapport entre le proton et l'électron. Alors, on fait ça, on a 10 puissance moins 27 kg au-dessus, 10 puissance moins 31 kg en dessous. Donc déjà, ça va créer un petit peu de désordre. On se rend compte que si on fait le calcul, ça vaut 1836. Un proton, c'est 1836 fois plus grand qu'un électron. Alors vous en souviendrez forcément, puisque vous le savez mieux que moi, c'est en fait la date de mort de Marie-André Ampère, le fondateur de l'unité l'ampère, qui vous permet de comprendre ce que c'est que l'intensité du courant électrique. Et donc on se souviendra à chaque fois de sa mort en regardant le rapport entre un proton et un électron. Ok, petit moyen mnémotechnique, puisque bien sûr, cette date vous est très familière. Je vous propose du coup maintenant quelques petits exercices autour du phosphore, histoire de vous familiariser avec les notations du noyau. Alors, je vais vous demander de donner le nombre de protons, de neutrons et d'électrons grâce au chiffre 31, 15 du phosphore. Alors, phosphore, du coup, son symbole c'est P. 15, le plus petit chiffre des deux, entre 31 et 15, c'est 15. 15, c'est donc le nombre de protons. D'accord? Première chose, nombre de protons, c'est 15. Son nombre de neutrons, alors ça va être la différence entre 31 et 15. Donc on fait 31 moins 15, ça fait 16. Le nombre de neutrons n'est jamais affiché directement sur la notation de noyau. Il faut toujours faire une soustraction. Et 31, c'est le nombre de nucléons. N'oubliez pas que c'est à la fois les protons et les neutrons. Il y a soit autant de nucléons que de protons, soit plus de nucléons que de protons. Donc ici, le nombre de neutrons, on le retrouve en faisant A moins Z, à savoir 31 moins 15, 16. Il y a 16 neutrons. Et pour le nombre d'électrons, il y a toujours autant de charges positives que de charges négatives dans un atome. Donc on va reprendre exactement le nombre de protons et dire qu'il y a autant d'électrons dans un atome. Rappelez la masse d'un proton et d'un neutron. Ici, je me permets de vous rappeler les trois masses que nous avons vues tout à l'heure dans les cartes d'identité de l'électron, du neutron et du proton. Je me suis permis de vous rappeler du coup les masses que nous avons vues lorsque nous avons établi les cartes d'identité des trois particules élémentaires, l'électron, le neutron et le proton. Ici, vous avez les valeurs de ces trois masses, puisqu'elles vont être utiles après pour calculer précisément la masse d'un atome de phosphore. Alors pour ce faire, on va compter combien on a d'électrons, et donc combien de fois la masse de l'électron va être comptée. Combien de fois on a un neutron, et donc combien de fois la masse du neutron doit être comptée. Et pareil pour le proton. À la fin, on va additionner le tout. Je vous présente le calcul comme ça. C'est le nombre d'électrons fois sa masse. Si j'ai 15 électrons, j'ai besoin de 15 fois cette masse, plus 16 fois, parce qu'on a 16 neutrons, 16 fois la masse d'un neutron, plus encore une fois, on a 15 protons, donc 15 fois la masse d'un proton. Le tout nous donnera donc 5,190 fois 10 puissance moins 26 kg. Faites confiance à cette calculatrice. Essayez de refaire ce calcul parce que votre calculatrice, il faut absolument savoir l'utiliser et savoir taper ça correctement sans erreur. Enfin, on nous dit d'utiliser une nouvelle équation, le nombre de nucléons, A, le nombre de masses, fois la masse du neutron pour obtenir la masse du phosphore. Alors pourquoi on peut faire ça? Peut-être parce qu'on peut négliger la différence entre la masse d'un proton et celle d'un neutron. Regardez ici, 1,6749 contre 1,69262. Les deux sont extrêmement proches. D'accord? Donc on pourrait dire que, ok, 1,67 c'est suffisant.
premièrement. Deuxièmement, on sait aussi que la masse d'un électron, c'est 1836 fois. On rappelle tout de suite la mort de feu Marie-André Ampère, qui est mort en 1836. Donc, on sait que l'électron, on peut l'oublier momentanément au vu de la masse du neutron et du proton qui sont bien supérieures à celle de l'électron. Et alors, ce calcul nous donne 31, c'est le nombre de masses, fois la masse du neutron, 5,192 fois 10 puissance moins 26, c'est extrêmement proche. On a effectivement un calcul qui est beaucoup plus rapide, qui est beaucoup moins prise de tête pour obtenir la masse d'un atome. Donc je vous recommande d'utiliser cette méthode-là, sauf si on vous demande de faire autrement. Discutons un peu maintenant de comment nous avons organisé ces atomes. Je vous présente ici le travail de Antoine Laurent de Lavoisier, l'un des premiers à avoir cherché à organiser la matière en forme de classification. Au début, on a déjà créé le mot atome, c'était déjà pas mal. Maintenant, on a essayé de cloisonner ça dans des petites cases. Alors, je vous remets ça à l'endroit, voilà ce que ça donne. Ici, les atomes, ils semblent être classés avec impondérables, non-métaux, métaux, éthers. Qu'est-ce que vous remarquez de spécial? Là, ici, dans toutes les cases que je vous montre, il y a 2-3 trucs qui sont un peu particuliers. Vous trouvez pas? Waouh! C'est quoi cette ligne-là? C'est vraiment les atomes? Alors, à cette époque-là, ils ne savaient pas, bien sûr, que c'était ça, les formules chimiques. Eux, ils appelaient ça alumine, etc. Silice, alumine, borite, magnétite. Ils avaient des noms, calcite, magnétite, barite. Mais maintenant, on sait ce que c'est. Est-ce que ça sont des atomes? Ce sont des édifices polyatomiques. Et donc, avant 1789, c'est sûr, les scientifiques ne savaient pas forcément que l'alumine, c'était Al2O3. Ils ne savaient pas que c'était des molécules ou des formes ioniques très complexes. Et donc, ils les avaient incorporées au tableau périodique, qu'ils essayaient de fabriquer à l'époque. Heureusement, on a eu très vite un scientifique très célèbre aujourd'hui qui a pu donner une autre manière de classer les différents atomes. Je parle bien sûr de Dimitri Mendeleïev. Ah, il y a peut-être un petit problème. D'accord, je comprends ce qui vous chiffonne. Oui, c'est pas très clair de lire comme ça. Alors du coup, voilà, je vous le mets en plus clair. Là, c'est beaucoup mieux. Bien sûr, Opitch System Elementov. Donc ça, c'est bien sûr par Dmitri Mendeleïev. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Aznovanoi na rush. Non, je rigole, je vais pas vous lire ça en russe quand même. Je vous l'ai traduit. Ok. Calmos. Donc, qu'est-ce que nous avons là? En fonction de leur poids atomique et de leur similarité chimique, on a fait une tentative d'un système d'éléments. Donc, il a effectivement travaillé sur l'organisation de ces atomes. Alors voilà le tout premier tableau périodique, à quoi il ressemblait. Aujourd'hui, il est un peu différent, mais si je vous le remets sous forme de case, voilà à peu près ce qu'a dit Dimitri Mendeleïev dans son Upitya Systemu Elementov. Alors, il a essayé de les classer d'une certaine manière. C'est quoi cette manière? Il les a classés sous quoi? Je rappelle qu'en haut à gauche, on a le nombre de masses. En bas à gauche, nous avons à chaque fois le numéro atomique. Alors, comment les éléments semblent-ils être classés? On peut déjà regarder, il y a un ordre croissant. Déjà, de gauche à droite, on voit que les chiffres ne font que augmenter. Donc déjà, il a fait ça. Mais il a fait aussi preuve de beaucoup d'audace, Dimitri Mendeleïev. Vous voyez pas quelque chose de bizarre dans les cases? Il n'y a rien de spécial? Il y a des cases où il y a des points d'interrogation. Il ne savait même pas quels étaient les éléments. Alors, il a un peu précisé. Il a raconté des trucs. Il a dit, bon, là, il devrait y avoir des trucs. Je vais appeler ça le faux aluminium et le faux silicium, puisqu'ils sont juste en dessous des cases Al et Si. Alors, à cette époque-là, la preuve que les atomes existent n'avait pas encore été donnée. À l'époque, c'était Einstein qui apportera la preuve, mais un peu plus tard. Et qu'est-ce qu'a fait Mendeleïev? Mendeleïev a dit, je ne sais pas si ça existe vraiment, j'ai pas de preuve pour l'instant, mais si ça existe, voilà comment je vais l'organiser. Ah oui, voilà comment j'organiserai les atomes, et même mieux que ça, mon système est tellement bon que je sais que ces cases vides-là, c'est pas une preuve que mon système est foireux, c'est une preuve qu'il y a des atomes qu'on va encore découvrir, et je vais vous dire d'ailleurs quelles sont les propriétés de ces atomes. Il est allé trouver des propriétés à ces atomes. Il a dit, ces atomes qu'on n'a pas encore découverts, voilà les futures propriétés. Il a prédit que ce qui est sous l'aluminium allait avoir une masse atomique de 68, n'était pas très loin, le gallium à 69,7. C'est aujourd'hui le gallium qui se retrouve en dessous de l'aluminium. Une masse atomique de 6, en réalité 5,91. Vous regardez les valeurs, il ne s'est presque pas trompé. En 1800 et quelques, si je ne me trompe pas, 1830, il a fait ça. C'est un très bon travail. C'est magistral d'avoir pu se dire, ah ouais, c'est ça, bien sûr, parce qu'en dessous du silicium, masse atomique 5,5 à peu près en grammes par centimètre cube, bien sûr. Il a quand même réussi à comprendre que sa classification lui permettait de prédire les propriétés physiques des atomes. Et donc, ce que ça montre, c'est que la manière dont il a classé les atomes, il y avait un sens physique derrière. Je vous mets là la petite erreur qu'il a. Il est maximum à 10% d'erreur sur les valeurs qu'il a annoncées. 10% d'erreur maximum. À cette époque-là, sur des choses qu'on n'avait pas encore observées, c'était purement théorique ce qu'il avait fait. Mais moi, je dis que c'est du très très bon travail.
Alors qu'est-ce que ça veut dire si les propriétés des atomes sont aujourd'hui bien marquées dans cette représentation périodique? C'est parce que tout simplement cette représentation remise dans l'ordre, elle est magnifique. Elle permet en fait d'avoir des familles d'atomes qui, l'un au-dessus de l'autre, ont des sens physiques, des propriétés en commun et une logique implacable. Plein de gens ont essayé de refaire des nouvelles manières de représenter ce tableau périodique sous forme de spirale par exemple. D'accord, ok, soit. Mais aujourd'hui c'est celle-là qu'on utilise, c'est la plus pratique à utiliser. Des lignes sous forme de tableau représentés de cette manière-là, c'est quand même toujours plus facile qu'une spirale pour se retrouver, pour s'organiser. Et je veux dire, ça reste maintenant intemporel. Dimitri Mendeleïev a donc créé les premiers débuts de ce tableau périodique, et aujourd'hui, vous voyez, on est arrivé jusqu'au 118e élément, tout en bas à droite, OG. Ça a été découvert d'ailleurs en Russie aussi, donc c'est un peu un retour aux sources, puisque Dimitri Mendeleïev était sibérien, si je ne me trompe pas. Et donc ici, je vous représente avec les couleurs différentes familles d'atomes. Nous avons les métaux alcalins, les métaux alcalinotéreux, les lanthanide des actinides, les métaux de transition, bref, plein. Vous connaîtrez certains éléments que vous connaissez bien dans les métaux pauvres, hein. On a l'aluminium, ou encore le plomb. Pour ce qui est des métaux de transition, nous aurons l'or, l'argent, le palladium, le cuivre, le fer, le cobalt, le titane. Dans les métaux alcalins, on aura le sodium et le lithium et le potassium que vous connaissez peut-être déjà. Et enfin, les gaz nobles, parfois appelés gaz rares, mais vu qu'ils ne sont pas rares, on a arrêté d'appeler ça comme ça. Je vais m'arrêter 2 minutes sur quelques familles. Vous retrouverez sur mes vidéos Instagram une vidéo où je présente un peu le sodium, okay, qu'on peut découper avec un couteau. C'est un métal très très mou. Le lithium d'ailleurs, lui, on peut le trouver dans les batteries, on peut le trouver dans les piles rechargeables. Je vous déconseille de manipuler ça sans gants. Là, vous voyez ici, la personne porte un gant et ne touche pas directement le lithium. Le lithium est un métal mou, c'est une feuille de métal littéralement qu'on peut plier, déchirer à la main, et qui est très très réactif, tout comme le sodium. Il ne faut pas les mettre en contact avec de l'eau, ça risque d'exploser, et c'est très dangereux. Donc ça, c'est pour les métaux alcalinotéreux. Ils partagent tous cette caractéristique d'être réactifs à l'eau. Les gaz nobles, eux, partagent tous la caractéristique de ne pas être réactifs du tout, d'avoir une grande stabilité électronique. Et donc, en gros, on va pouvoir dire ça, dans la classification périodique des éléments, on constate que certains éléments possèdent des propriétés similaires et semblent être regroupés en fonction de ces propriétés. C'est ce que Mendeleïev avait fait déjà. Par exemple, les gaz nobles, la 18e colonne, sont tous des gaz inertes. Ils ne réagissent pas. Alors, en soi, il existe 2-3 trucs qu'on peut faire avec, ça créera des liaisons chimiques, mais c'est des trucs qu'on n'arrive jamais à faire sans le vouloir, hein. C'est vraiment, on cherche, c'est expérimental, c'est de la recherche. A l'inverse, les métaux alcalins, c'est la première colonne, sauf l'hydrogène, sont tous des métaux mous et sensibles à l'eau et à l'air. Alors là, ça réagit très très vite. Voilà pour l'instant comment on peut classer les atomes. Alors je vais vous laisser là-dessus, je ne vais pas vous faire plus d'exercices que ça. J'espère que cette présentation vous aura plu. Je ne vais pas aller trop loin parce que pour la suite de la classification, il faudra discuter bien sûr des orbitales SPDF et expliquer en quoi même la chimie quantique aujourd'hui est en accord avec ce que Mendeleïev a fait. Et on va pouvoir traiter alors des orbitales ainsi que des couches électroniques et de la manière dont on va organiser les sous-couches électroniques. Tout ça sera dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'une espèce chimique, qu'est-ce qu'il y a dans un atome, comment sont organisés les électrons autour du noyau, même si on n'a pas encore tout dit, et enfin comment noter un noyau, et enfin comment classer les atomes. J'espère que cette première vidéo sur l'infiniment petit vous aura plu, et à la prochaine pour discuter du coup des configurations électroniques et qu'est-ce que c'est que SPDF. Pour ceux qui sont un petit peu curieux, j'ai déjà une vidéo là-dessus, niveau universitaire malheureusement pour vous, mais si vous avez envie d'en savoir plus sur ce qu'est l'électron, vous avez les secrets de l'atome qui est disponible sur ma chaîne. Je vous souhaite du coup des bonnes révisions, et à la prochaine sur Sensationnel. Ciao.